D'accord. Alors, vous êtes aussi chef d'entreprise, monsieur Monplaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui secoue le monde entier actuellement, singulièrement l'Europe, la France, l'Europe? Problème de la Grèce et le problème économique en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre vision, votre éclairage sur ce qui nous attend pour les mois à venir? Parce que cette fameuse crise-là, elle dure. Elle dure. Savez, et puis, il y a des experts qui expliquent tout ça certainement mieux que je ne le ferai. Mais peut-être que les experts, on ne les comprend pas forcément. Vous allez peut-être nous expliquer ça. Pour parler très simplement, comment je vois ça. D'abord, il faut se dire que c'est une crise qui est sans précédent. Il ne faut pas se dire que c'est une crise comme les autres, et on a connu une crise en 73, etc. etc. C'est une crise sans précédent depuis le début du siècle, du XXe siècle. Il n'y avait pas eu de crise comme ça. Pourquoi ? D'abord, je pense que cette crise, à mon avis, ce n'est pas par hasard qu'elle vient après la mondialisation. La mondialisation, qui était voulue par des pays notamment comme les États-Unis, a été la vraie chance des pays en voie de développement. Parce que c'est la mondialisation qui a permis à ces pays-là d'accéder aux grands marchés de consommation que sont l'Amérique du Nord et l'Europe. Et c'est pour ça qu'on a vu émerger effectivement la Chine, le Brésil, l'Inde, voilà. Et ces données-là bouleversent complètement la répartition de la production des richesses et donc la répartition des richesses sur notre planète. Et donc, il faudra que ces mutations soient intégrées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y ait un certain rattrapage du niveau de vie, du niveau des salaires, du niveau de satisfaction des besoins sociaux de ces sociétés en plein développement par rapport aux nôtres, que ce décalage soit un peu comblé, que la répartition des secteurs géographiques en matière de production soit arrivée à un point d'équilibre pour que, à mon avis, toute cette bousculade ralentisse ou en tout cas s'arrête. Le deuxième facteur nouveau, c'est l'imbrication des économies les unes dans les autres, avec notamment la mise en place des moyens de communication et des interconnexions. Et ça, on retrouve en même temps tout ce problème lié à Internet, aux télétransmissions, etc., qui ont accéléré les phénomènes, qui ont accéléré la répercussion des phénomènes, même de manière artificielle maintenant, puisqu'on compte en nanosecondes les transactions. Et donc, tout ceci conduit à ce qu'il y ait des phénomènes qui, pour des raisons techniques, d'une certaine manière, vont plus vite que la réflexion n'est encore organisée pour y répondre. Et ça a donné lieu à des mouvements de fond tellement importants et à des créations assez artificielles, subprime, etc. Et tout ceci a engendré un certain nombre de phénomènes d'une économie un peu artificielle. Et moi qui suis un chef d'entreprise dans une PME, on est complètement... on regarde tout ça avec un peu... On est un peu ébahi. Les investisseurs maintenant, ils demandent des taux de rendement, c'est-à-dire quand ils investissent 1 euro, ils demandent que ça leur rapporte tellement d'argent que finalement, la vraie économie, comme on dit, c'est-à-dire l'économie des PME comme les nôtres, on ne peut plus répondre à ces taux. Il leur faut... Donc ils en sont arrivés à des systèmes où ils spéculent sur de l'artificiel. Alors tant que tout ça donne l'impression de fonctionner, ça fonctionne beaucoup sur la confiance, tout le monde a l'impression qu'il gagne, et puis on entend parler des bulles, c'est-à-dire tout ça est fait sur, c'est le cas de dire, c'est du vent, quoi. C'est du vent. C'est du vent, et puis au moment ça éclate. Donc, nous sommes concernés par cette crise. Nous sommes concernés parce que nous sommes liés au système économique européen, parce que nous sommes très liés au sein de ce système économique, au système économique de la France, à la France. Et donc, comme l'Europe est concernée et frappée de plein fouet, comme la France, elle aussi, est frappée de plein fouet, nécessairement, nous sommes frappés. Et nous n'avons pas, jusqu'à maintenant, nous avons pu souvent écrêter les crises, d'abord parce qu'elles étaient beaucoup moins graves et violentes, ensuite parce que la situation de la France était meilleure d'un point de vue économique que ce qu'elle n'est aujourd'hui, et enfin parce que nous étions dans une phase de rattrapage sur le plan économique et sur le plan social, qui fait que, nonobstant les difficultés
que l'on connaissait dans l'Hexagone, pour parler, c'est-à-dire sur le continent européen, en France, eh bien, on continuait à progresser parce qu'on était dans une phase de rattrapage. Aujourd'hui, même si on n'a pas tout à fait rattrapé sur beaucoup de plans, on est quand même beaucoup moins loin en termes de niveau de vie, en termes de niveau de salaire, en termes de niveau de prestations sociales. On est beaucoup moins loin de la métropole et donc les besoins de rattrapage et les effets du rattrapage ne viennent plus masquer la réalité économique. Et donc nous sommes directement concernés par les évolutions économiques. Alors certains disent qu'il faut quitter l'Europe. Il faut que la France quitte l'Europe. Est-ce que c'est aussi votre avis? Marine Le Pen, singulièrement, dit ça. Je crois d'abord que ça n'a pas de sens. On peut toujours se poser la question de savoir est-ce qu'il fallait faire l'euro. On peut toujours se poser la question de savoir est-ce qu'on n'a pas étendu trop tôt l'Union européenne à de nouveaux entrants, etc. Mais à mon avis, l'heure n'est plus à se poser ce genre de questions. Quelles que soient les phases qu'on aurait dû mettre en œuvre et qui n'auraient peut-être pas dû être ce qu'elles ont été, l'Europe est là. Et aujourd'hui, la pire des choses serait de se dire on sort de l'Europe. Ce serait la pire des choses. Mais il semblerait que les Allemands, à un moment, se posaient cette question-là. Faut-il continuer? La chancelière, pas elle, mais enfin, les gens autour d'elle. Vous savez, à partir du moment où les gens sont concernés par les difficultés et se sentent un petit peu, je dirais, impliqués et entraînés malgré eux par les difficultés des autres. On prend le cas de la Grèce, où on parle un peu aussi des difficultés du Portugal, de l'Irlande, etc. À partir du moment où ils se disent mais je vais être obligé de mettre en œuvre la solidarité et finalement je vais payer pour celui qui a moins que moi. Ben, ils ont envie de sortir évidemment. Mais c'est un réflexe, si vous voulez, qui est humainement compréhensible, mais qui n'est pas réellement le réflexe qui correspond à l'intérêt à moyen et long terme de ces populations. À moyen et long terme, face à la force, au bloc, à la puissance que représente la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, nous ne pouvons pas, et demain l'Afrique, même si aujourd'hui l'Afrique est confrontée à de grandes difficultés encore, mais on voit bien émerger un certain nombre de pays, nous ne pouvons pas imaginer que l'Europe continue d'exister au travers d'un morcellement d'États comme c'était le cas autrefois. Donc c'est une nécessité, la construction européenne est une nécessité, c'est une chance, et bien comme toute construction, elle connaît des moments difficiles. Et quand ça va mal ailleurs, ça va mal aussi en Europe. Et la solution n'est pas dans le repli sur soi. Le problème de la Grèce, est-ce que ça aura des répercussions sur nous, enfin sur l'Europe, donc nous forcément? Vont-ils sortir de la crise? Pas directement, mais bien évidemment ça a des répercussions. Les difficultés de la Grèce qui font craindre qu'il y ait un effet domino d'entraînement et que peut-être ça entraînerait des difficultés dans d'autres pays et l'endettement des différents pays d'Europe, tout ça, ce sont des inquiétudes. Mais l'effet, on ne peut pas dire que pour nous, en Martinique, il y aura un effet direct de l'effet de la crise en Grèce. Alors, le Martiniquais qui a toutes ses économies en banque, est-ce qu'aujourd'hui, il doit craindre pour ses économies ou il ne risque rien, il ne risque pas de perdre son argent? Non, il ne risque pas de perdre son argent. Les banques françaises, on l'a dit, même si elles ont quelques difficultés, ne sont pas dans une situation où on peut imaginer que l'épargne ou les sommes qu'on a sur les comptes en banque en France et donc dans les banques d'ici soient menacées. Il n'y a aucun risque là-dessus. Il n'y a pas de risque. Le risque, si vous voulez, c'est plutôt que les difficultés des banques ne se traduisent par de nouvelles restrictions de crédit pour les petites et moyennes entreprises. Et vous savez que c'est une particularité de la France que d'avoir un financement très difficile pour les PME. En Allemagne, en Angleterre, dans les autres pays de l'Europe, l'accès au crédit pour les PME est beaucoup moins compliqué qu'en France. En France, traditionnellement, une bonne partie du financement des entreprises se fait au travers du crédit fournisseur, c'est-à-dire ce sont les entreprises qui font des crédits aux autres entreprises en France. Alors que les banques auraient dû être là précisément pour assurer le relais entre les deux. Ce n'est pas suffisamment le cas en France, en tout cas ça l'est moins que dans d'autres pays. Et ce que l'on peut craindre, justement, comme contre-coup à cette crise, c'est qu'il y a encore en France des difficultés accrues pour l'accès au crédit. D'ailleurs, on l'entend déjà, les PME en France sont déjà en train de se plaindre de la situation du crédit. Alors,
Nous, je dirais que ça ne nous fait pas sourire, parce qu'on ne peut pas sourire de choses comme ça, mais nous, ça fait tellement longtemps qu'on connaît cette réalité. Alors, justement, ici à la Martinique, le financement et le crédit aux entreprises, aux PME, ça va encore devenir, ça deviendra plus difficile. Alors, première chose, je ne veux pas fustiger ici les directeurs de banque ou les banquiers de la place. En fait, ils sont un peu prisonniers du système dans lequel on les enferme. D'abord, il y a un renforcement précisément pour éviter que les banques ne connaissent des difficultés et qu'il y ait un effondrement du système financier. On a renforcé les obligations pour les banques avec ce qu'on a appelé BAL 2, BAL 3 maintenant. C'est-à-dire qu'on les oblige, quand elles font des crédits, à mettre de côté des fonds en contrepartie des crédits qui sont beaucoup plus importants. Et de ce fait, les banques, elles ont moins de disponibilité pour prêter. Donc ça, c'est une réalité. Pour la Martinique proprement dit, quel est le problème? D'abord, nous avons des banques qui sont des filiales des grandes banques nationales. Le pouvoir local est très limité, les directions en général, très limité, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, au-delà de certains critères, ils n'ont plus la main. Ils n'ont plus la main, et ce sont des gens qui sont à 7000 km, qui n'ont pas une bonne connaissance des réalités économiques, qui jugent de la situation de ces départements. Le regard en général qu'ils ont de nos départements, c'est que c'est une situation économique fragile, avec des variations conjoncturelles qui peuvent être brutales, avec un climat social délétère. Je dis c'est le point de vue qu'ils ont, hein, parce que quand on discute avec eux, c'est ce qu'on entend. Avec des entreprises qui sont, selon eux, et c'est sans doute vrai, sous-capitalisées, et avec une situation politique, je ne sais pas comment ils la qualifient, je ne dirais pas, mais inquiétante pour eux. Inquiétante. Bon, sur le devenir de nos départements. En d'autres termes, les dirigeants des grandes banques nationales ne croient pas en l'avenir économique de ces départements. C'est une nécessité pour eux que d'être présents ici, je dirais presque une obligation de par leur existence et de par notre appartenance à l'ensemble national français, mais leur confiance dans notre économie frôle le zéro. La confiance dans le tourisme, c'est zéro. À partir du moment, ils vous le disent, à partir du moment où vous vous présentez avec un dossier sur le secteur du tourisme, ils vous disent on n'en veut pas. La confiance en ce moment dans un certain nombre de secteurs, notamment dans le bâtiment, alors ça se comprend, parce qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas des philanthropes. Mais de notre côté, cette absence de confiance, cette absence de confiance dans l'avenir de la Martinique à moyen et à long terme, induit des comportements et des attitudes et des décisions qui accentuent encore la crise. Regardez le projet de la Pointe-Simon. Ce projet existait dans la vision d'un certain nombre de décideurs. C'est un projet du groupe Mon Plaisir. C'est un projet que nous avons mené avec mes frères et moi, et que un de mes frères, Ralph, a été chercher à Trinidad des investisseurs. Vous avez eu des difficultés à les trouver ici, des investisseurs pour un tel projet? Ici, on n'a même pas essayé. Je vais vous dire, nous n'avons même pas essayé. Peut-être d'autres auraient réussi, mais je sais que nous, on n'aurait pas réussi. Bon. Donc nous n'avons même pas essayé, ça ne nous avait même pas effleuré l'esprit. Bon. Parce que je connais. Ouais. Quand vous allez les voir, d'abord, c'est pourquoi je vous dis, c'est important d'avoir une vision et un regard de l'avenir et d'avoir confiance dans son pays et d'avoir confiance en soi. Jamais les banquiers qui sont ici en Martinique en ce moment n'auraient financé un projet comme celui-là. Parce que, alors vous allez me dire pourquoi? Je vais vous dire très simplement et très brutalement, et pour moi, je le dis un peu comme un cri de douleur, parce qu'ils ne croient pas en l'avenir de nos départements. Ils ne croient pas en l'avenir de ces départements. Je parle sur le long et le moyen terme. Ouais. Bien évidemment, sur le court terme, tout est possible. Mais la vision que nous devons avoir, nous, de notre demain, c'est une vision à 30 ou à 50 ans, même si nous ne serons plus là, par définition. C'est ce qu'on attend de nous. Cette vision-là, ils ne veulent pas l'avoir. Parce que quand ils imaginent l'avenir, ils l'imaginent chaotique. Et donc, ils ne veulent pas aller comme ça. Ouais.
Donc, du coup, vous êtes tourné vers des Trinidadiens. Alors. Donc, du coup, si vous voulez, ce projet, nous l'avons soumis à des Caribéens qui vivent dans les mêmes réalités que nous, qui sont soumis aux mêmes contraintes que nous, qui ont la nécessité, comme nous, de croire dans leur avenir. Parce que comment vous pouvez vous développer si vous ne croyez pas dans votre devenir? Si vous posez comme principe que l'avenir est un échec, ben vous ne faites rien. Quand vous posez comme principe que votre avenir, il est ici et que vous devez le construire ici, eh bien vous trouvez des solutions. Et donc ces Caribéens sont venus avec nous. Ce sont des Trinidadiens qui sont venus. Quelle est leur vision? Ils ont bien compris que la situation... Vous savez, les centres-villes ont tous connu des difficultés dans le monde entier, avec je dirais, une désaffection pour toutes les raisons que l'on sait. Et puis il y a eu des plans de relance. Et ils se sont dit, à un moment donné, il va bien falloir faire ressortir quelque chose. Mais si vous ne posez pas ça comme principe, vous ne faites rien, encore une fois. Et donc, eux, ils ont posé comme principe qu'à un moment donné, il y aurait une résurrection, entre guillemets, de ce centre-ville, une reconstruction de ce centre-ville, et ils se sont engagés avec nous dans cette vision. Un projet comme ça coûte combien? Quel montant pour un projet pareil? Le projet global d'investissement sera de l'ordre de 190 millions d'euros. 190 millions d'euros. Donc c'est un projet énorme. C'est un projet... C'est un investissement sur demain. C'est un signe, c'est une marque de confiance. De confiance dans son pays, de confiance en soi. Vous savez, je pense que, bien évidemment, les entrepreneurs doivent en permanence s'interroger sur ce qu'il adviendra à long terme de leurs décisions. Mais ils ne doivent pas le faire en s'interdisant d'avoir un peu de foi dans ce qu'ils font.